Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Em nome da SP Arte, da Arte Brasileiros, eu agradeço a presença de todos a mais um ciclo Arte e Mercado, hoje com o tema Talks Arquitetura Jean Nouvel. Agradecemos em especial o apoio da Cidade de Matarazzo, Auditório Ibirapuera e Itaú Cultural. Peço que, por gentileza, desliguem os seus celulares neste momento para não termos interferência na sonorização. Informamos a todos que as perguntas aos palestrantes deverão ser feitas por escrito. Por favor, coloquem o nome e o endereço de e-mail e entreguem às nossas recepcionistas que estarão aqui no auditório. Vamos dar início agora ao programa. Convido ao palco o arquiteto Jean Nouvel, por gentileza. Seja bem-vindo. Convido também o jornalista Raul Justilores, da Folha de São Paulo, e o editor da revista Monolito, Fernando Serapião, por gentileza. Muito obrigado. Agora passo a palavra para o arquiteto Jean Nouvel. Je préfère répondre à quelque chose que parler tout seul, non? Il y a une introduction, je pense. Ok. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês, nessa tarde, junto com o Jean Nouvel e com o Raul, a convite da SP Arte. Bom, para começar essa conversa com o Jean Nouvel, a gente está num ambiente de uma feira de arte, com várias galerias, com várias obras expostas, e esse ano a gente tem uma novidade que é a inclusão do design, algumas galerias de design. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a relação entre arquitetura e arte. Arquitetura é arte? Oui, l'architecture est de l'art. Non seulement l'architecture est un des arts, un des beaux-arts, mais l'architecture est mère des arts dans la tradition historique. L'architecture est là pour accueillir les arts. Et je crois qu'on a un peu oublié que l'architecture est un art. Comme le champ de l'architecture s'est considérablement élargi, on a pensé que ce champ de l'architecture lui permettait de rester un art. Ce n'est pas prouvé. De plus en plus, l'architecture, on considère que tout est architecture, alors qu'en fait, on est souvent dans le développement immobilier. Et on est souvent dans des conditions qui n'ont plus rien à voir avec l'élaboration possible d'une œuvre d'art. L'architecture, c'est l'art de répondre à des contraintes, mais avec ces contraintes, de donner quelque chose en plus. Quelque chose en plus qui est un témoignage de civilisation, en fait. Et finalement, chaque génération a prouvé, avec ce qu'elle construit, sa présence, a approuvé ce qui l'intéressait, a approuvé de quelle façon elle s'est différenciée de la précédente, de quelle façon elle a intégré les nouvelles techniques, les nouveaux savoirs. Donc l'art de l'architecture, c'est effectivement, à travers une activité sociale, d'intégrer cette dimension artistique. Mais aujourd'hui, le rôle sociétal de l'architecte, qui est celui d'introduire cet art, qui est celui d'introduire de l'humanisme et de la poésie dans la ville, a été complètement saboté dans le XXe siècle.
puisqu'on a commencé par dire, finalement, tout ce qui est urban planning, urbanisme, finalement, ce n'est pas de l'architecture, c'est un autre savoir. Ce qui, de mon point de vue, est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un savoir spécifique lié à l'urbanisme et à l'urban planning, mais ça veut dire quand même que les décisions essentielles et initiales qui sont prises au niveau de la ville doivent être des décisions sensibles. Et que, dans les décideurs que nous trouvons aujourd'hui, qui sont quand même des politiciens, qui sont quand même des technocrates, qui sont quand même des bureaucrates, qui sont quand même des ingénieurs d'infrastructure, des gens qui ont un savoir sur la fonctionnalité, ils ne se préoccupent pas automatiquement et immédiatement de savoir si les programmes, les situations et les conditions qu'ils créent sont épanouissantes pour les personnes qui vont être là, et si finalement il n'y a pas une dimension hédoniste, sensible, et qui va changer la vie des personnes qui vivent là, sur des paramètres qui ne sont pas ceux de la fonction. La fonction, elle est obligatoire, et la fonction, ce qu'on en a fait, c'est un désastre. Aujourd'hui, les logements sociaux en France, mais je vois bien ce qui se passe à l'étranger, c'est souvent la même chose, sont encore plus petits que dans les années 60 ou 70. En plus, ils sont 3 ou 4 fois plus chers. Et les politiques trouvent ça normal. Bon, je pense que là, il y a un aveuglement du politique par rapport à la dimension sensible et architecturale de la ville, qui est pourtant un des domaines sur lesquels le politique pourrait encore être actif, alors qu'on sait très bien que les partis politiques sont quand même maintenant dans des différenciations millimétriques sur le programme économique et sur les programmes sociaux où ils ne peuvent pas bouger. Or là, il y aurait vraiment une dimension tout à fait exceptionnelle à jouer. Ce qui est frappant dans les élections, c'est que les dimensions liées à l'évolution et au changement de la ville sont des dimensions complètement ignorées. Il y a des bagarres avec les associations de quartier dont les principes d'intervention ne sont en général pas réglés et qui n'auront plus rien à voir avec la démocratie. Donc il est important aujourd'hui de remettre la question architecturale à l'ordre du jour, pas pour défendre une profession, mais pour défendre l'architecture elle-même par rapport à ce qu'elle apporte à toutes les personnes qui vont vivre une métropole, un quartier, un immeuble, une maison. Ces conditions-là, elles doivent être pensées, prépensées, et prépensées par rapport à cette dimension artistique et à cette dimension poétique. Ce qui manque le plus aujourd'hui dans les décisions initiales, c'est ce caractère sensible, c'est ce caractère humaniste, c'est ce caractère poétique. S'il n'est pas voulu d'abord, il ne viendra pas tout seul. Boa tarde, obrigado pelo convite. Acho que é um privilégio de estar aqui e conversar com o senhor. Aliás, privilegiados somos todos. É um privilégio, claro. Eu queria agradecer o convite para mediar, e que é um privilégio meu, e acho da plateia também, de estar conversando com o senhor. O senhor falou de restrições agora. E a gente imagina um arquiteto com o seu prestígio, com o seu sucesso, com a sua experiência, não sofreria tantas restrições. Então, a minha pergunta é: quais são as restrições que ainda hoje mais o incomodam no seu trabalho como arquiteto? Écoutez, je prendrai un seul exemple, qui est le dernier exemple d'un des grands bâtiments que j'ai livré ces derniers temps, qui est simplement la salle de concert de Paris, la Philharmonie. Pour des raisons assez faciles à situer, qui sont des raisons d'ordre économique et politique. Ce qui est un bâtiment public a été traité par un maître d'ouvrage privé. Et ce maître d'ouvrage privé n'a pas respecté les lois liées au contrôle de l'utilisation de l'argent public. Et pour que je ne puisse pas contrôler ce qui se passe dedans, ils m'ont mis à côté, ils m'ont débarqué au milieu du chantier. Et ils ont prétendu que c'était toujours moi qui continuais à prendre les décisions sur ce bâtiment, ce qui était faux. Je n'avais pas le droit juridiquement de dire la moindre chose sur ce qui se passait sur le chantier, sans ça j'étais éliminé. Donc j'ai décidé de rester comme un capitaine s'il y a une mutinerie, même si l'équipage ne va pas dans la bonne direction, mais uniquement pour pouvoir influer et informer sur ce qui se passait. Et on se retrouve devant un bâtiment qui, évidemment,
enfin évidemment, de mon point de vue, évidemment, est un bâtiment tout à fait correct au plan architectural, tout à fait correct au plan aussi de l'acoustique, mais dont la réalisation a été sabotée et on ne sait pas où est allé l'argent qui a été détourné. Alors l'imagination ne manque pas et les traditions malheureusement existent sur la façon dont les grandes entreprises, comme ça, sont les majors, sont les grandes entreprises qui sont cotées en bourse internationalement. Et tout le monde sait que le financement des partis politiques, vous en savez peut-être quelque chose ici aussi, passe souvent par les grandes entreprises. Donc on est probablement dans un cas comme ça. Mais probablement, je dis, c'est la prudence juridique, mais ça prouve bien que l'architecture ne pèse pas. C'est-à-dire qu'on est capable de saboter un bâtiment qui a, de par son programme et sa vocation, probablement va rester un témoignage pendant un siècle ou deux ou trois, je ne sais pas. On est capable de le saboter pour des raisons comme celle-là. Donc le respect de l'architecture comme art n'existe plus. Et aujourd'hui, ces grandes entreprises, dans tous les systèmes de maîtrise d'ouvrage français, sont les rois ou les reines. Ces entreprises, en fait, c'est elles qui maintenant choisissent les architectes. Vous savez quand même ce que c'est qu'un chantier. Il est évident que les architectes sont exigeants sur la qualité de ce qui est à faire, sur la définition du détail. Il y a un marché, les gens doivent respecter, ils ont donné un prix pour ça, ils doivent l'exécuter. Mais évidemment, si c'est eux qui décident, qui sont juges et partis, évidemment, ça n'existe plus. Donc ils choisissent des architectes qui sont souples du collier, comme on dit, c'est-à-dire qui ne sont pas très regardants sur la qualité du détail et qui accepteront des modifications, même si ces modifications sont contraires à l'esprit du projet. Donc ils choisissent cela, ils éliminent les architectes dont la principale préoccupation est l'architecture, et on se retrouve avec des bâtiments de très très mauvaise qualité. Ce qu'on voit aussi se développer de façon incroyable, c'est la sous-traitance. La sous-traitance qui permet à une entreprise de revendre son marché, de garder un bénéfice, d'en prendre une qui refait le même travail avec moins d'argent, avec une main-d'œuvre qui est moins qualifiée, et souvent le sous-contracteur prend encore un autre sous-contracteur derrière, et le système économique qui est mis en place est connu de tout le monde, c'est-à-dire que le dernier, celui qui fabrique le bâtiment, c'est le moins compétent de par la main-d'œuvre qu'il a et le moins capable de le faire, et il a vocation à disparaître les trois quarts du temps. Il fait faillite, et à partir de ce moment-là, juridiquement, on est dans une bagarre qui dure des années ou des dizaines d'années, et le monde tourne comme ça. Donc les architectes ont perdu tout pouvoir. Je ne suis pas là pour corporativement demander le pouvoir des architectes, mais je pense que nous sommes utiles pour défendre les utilisateurs de cette architecture, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Et qu'aujourd'hui, personne ne se préoccupe vraiment sur un plan esthétique, ni de la proportion, ni du cadrage qu'on peut faire sur un paysage ou sur une ville, ni de la liaison qu'il peut y avoir entre le bâtiment et ceux qui sont autour. Tout le monde s'en fout. Tout le monde est là uniquement pour remplir un indice de rentabilité dans le 440 en France. Bon, pour l'architecture, ça ne suffit pas. O senhor comentou, o senhor comentou há pouco sobre os problemas das obras e dos clientes. E um dos primeiros projetos que o senhor fez foi uma casa, a Casa Dick, e o senhor sofreu censura da prefeitura por ela ser uma casa acusada de ser uma casa bizantina. Pouco tempo depois, o senhor fez, pouco tempo depois não, alguns anos, né, depois, quase uma década depois, o senhor fez uma das principais obras, que é o Instituto do Mundo Árabe, e atualmente o senhor trabalha muito para o Oriente Médio. O Império Bizantino não tem nada a ver com o mundo árabe, mas para quem está do lado de cá parece que é tudo Oriente Médio, e a gente vive um momento de intolerância do Ocidente em relação ao Oriente Médio. Em que ponto a arquitetura pode melhorar ou dialogar com esse momento histórico que a gente vive? Il y a deux parts dans votre question. La première part, c'est la question de la censure architecturale. Ça, c'était en France, c'est la maison Dick dont vous parlez.
Et je respectais toutes les consignes d'ordre urbanistique, mais après il y avait la question du caractère. Et je suis allé faire corriger mes plans par l'architecte officiel, parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Donc il a corrigé mes plans. J'ai fini par dire oui, après avoir proposé d'autres solutions, j'ai fini par dire oui. Et j'ai donné des plans qui étaient conformes à ce qu'il voulait. C'était une maison en briques. J'ai simplement marqué, j'ai pas dit la couleur de la brique. Il y avait 2 couleurs, la brique brune et la brique rouge. Et j'ai construit en brique rouge toutes les censures qu'il a apportées à la maison. C'est-à-dire, j'ai construit des fenêtres murées. On voyait les arcs du toit qu'il y avait avant et étaient en brique brune, ce qu'il a rajouté sur le dessus, etc. Et il y avait des voûtes sous les toits, et cette maison était d'une contradiction absolument totale, qui générait une esthétique d'ailleurs. Et elle est devenue en France le symbole de la stupidité des contraintes architecturales quand elles n'étaient pas définies de façon claire. Bon, alors ça, c'était déjà une sorte de censure culturelle, vous l'avez remarqué, par rapport à un client qui était d'origine orientale. C'est vrai que je construis actuellement beaucoup, à la suite probablement de l'Institut du monde arabe, je construis beaucoup à Moyen-Orient, en particulier le Louvre à Abu Dhabi donc, qui est un musée de civilisation, mais aussi le musée national du Qatar. Mais là, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes circonstances. Et je pense que si je construis ces bâtiments, c'est par rapport à une philosophie. Cette philosophie, c'est celle de la contextualité, et c'est celle d'imaginer qu'un bâtiment ne peut pas aller n'importe où. Et finalement, le musée d'Abu Dhabi, par exemple, est un musée qui est intransportable. On ne peut pas l'imaginer ailleurs que dans un pays arabe. Il est au bord de l'eau, sur une île déserte initialement, qui s'urbanise là maintenant. Il est basé sur... pour moi, un musée, c'est plutôt un quartier qu'un bâtiment. Donc il est basé sur une métaphore de la ville arabe, avec les cubes blancs, ce qu'on connaît dans les Médinas, mais réinterprété. Il est basé sur un signe symbolique et spirituel qui est celui de la coupole blanche, mais il a une grande coupole blanche de 180 mètres de diamètre. Il est basé sur l'interprétation de la lumière et de la géométrie, ce qui pour moi est la base de la grande architecture arabe, avec une perforation de cette coupole qui crée une pluie de lumière sur tout un espace commun qui correspond à des places, à des rues qui sont en dessous. Tout ça est à moitié envahi par l'eau, mais ils reconnaissent directement quelque chose qui appartient à leur histoire et à leur géographie. Du côté de Doha, on m'a demandé quelque chose qui soit symbolique aussi du pays, et le pays a été pendant très longtemps un désert pour les nomades, et puis à un moment on a découvert le pétrole et le gaz, et ça a été le changement complet. On m'a demandé un bâtiment assez symbolique et spectaculaire, et j'ai pris le principe de la Rose des Sables, qui est une architecture qui se crée naturellement par le vent, un peu d'humidité et par le sable, et qui crée des plans assez totalement aléatoires, qui sont en intersection et qui se terminent en lame de rasoir en général. Bon, j'ai fait ça sur un bâtiment de 400 mètres de long, pour créer les bases de ce musée dans des espaces qui sont générés par cela, dans des espaces dont on ne peut jamais savoir quelle est la géométrie de l'espace dans lequel on va aller après. Donc tout ça, ce sont des références locales, tout ça est dans le sable et de la couleur du sable. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que au Moyen-Orient, actuellement, c'est le âge d'or. Donc c'est normal qu'ils construisent des musées, c'est normal qu'ils construisent des bâtiments pour l'instruction de leurs futures générations. En France, il y a eu un véritable débat. Pourquoi veulent-ils des grands musées comme ça? Comme si les grands musées peuvent aller être simplement réservés aux grands pays qui ont une civilisation présente depuis des millénaires et des millénaires, comme la vieille Europe, ou maintenant depuis quelques siècles, comme les États-Unis. Non, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que c'est normal que ces pays développent des grands musées comme ça. C'est normal qu'ils aillent chercher les personnes qui savent ce que c'est que les musées pour les faire tourner. Il y a un contrat avec la France, avec le Louvre à Abu Dhabi, qui est sur 30 ans et où des curateurs sont formés. La France aide les Émirats à acheter des collections et des œuvres de premier ordre. Et se constitue ainsi une culture. En tant qu'architecte, je participe à cette aventure. Je participe à cette aventure qui est basée avant tout sur le respect de leur civilisation. Alors pour aller à la deuxième question, ce qui est sous-entendu ou entendu, je ne sais pas,
c'est qu'il y a des problèmes actuellement avec le monde islamique, mais je crois qu'il ne faut absolument pas confondre islamique et islamiste. C'est-à-dire que dans cette culture, on a connu ça dans la culture chrétienne, l'Inquisition, la Saint-Barthélemy, ça existait en France, c'était l'horreur, c'était la même chose. Bon, donc il y a des criminels qui pour moi sont de l'ordre du droit commun. Le droit commun devrait exister avec les États, la Déclaration des droits de l'homme devrait s'appliquer à ce genre de choses. Il n'y a aucune religion qui peut prétendre qu'on va les tuer les gens qui n'ont pas le même Dieu. Et je crois que là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, du tout. Ensuite, ce qui se passe en Europe aussi est totalement lié, selon moi, à une forme d'évolution de la civilisation et de la ville. C'est-à-dire que on voit l'Europe est en guerre, c'est quand même beaucoup. À Paris, quand même, les criminels qui sont là, ce sont des délinquants de nos propres banlieues, qu'on a mis dans des zones ségrégées, qu'aucun gouvernement n'a touché depuis 20 ou 30 ans, dans lesquels il n'y a pas un seul équipement culturel lié au sport, à la musique qui les intéresse, dans lesquels il y a des appartements trop petits, on leur reproche de se retrouver dans les cages d'escalier, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un commerce en bas. Tout ça n'a pas bougé du tout, et je comprends très bien que des jeunes qui ont vu leur famille là-dedans et qui ont passé toute leur jeunesse là-dedans, aient une rancœur vis-à-vis de la civilisation qui les a traités comme ça. Alors ça n'explique pas tout, mais ça explique une partie de la chose. Et je pense quand même que le respect entre les civilisations, il est important, et qu'ensuite les hommes politiques quand même devraient s'intéresser un tout petit peu plus à ce qui se passe dans le transfert des populations, devraient veiller, parce qu'après avoir foutu quand même un bordel très très sérieux en Irak, et on a vu ce que ça a généré, bon, après on n'est plus là. Bon, et puis après, on laisse les différentes factions religieuses se battre entre elles. Et puis après, on en arrive là. Donc je pense que là, il y a quand même, une fois encore, un problème de relation entre la culture et la politique. Et je pense que ces données-là ne sont pas prises dans le bon sens et ne sont pas expliquées à tout le monde dans le bon sens, étant entendu que ce que j'ai expliqué là ne correspond qu'à quelques paramètres, mais qui pour moi sont à peu près, je ne dirais pas indiscutables, mais argumentés en tous les cas. L'oreille. J'ai perdu mon oreille. Aproveitando esse assunto aí da segregação, ou mesmo do rancor, nós aqui no Brasil já fracassamos diversas vezes em integrar ou melhorar as condições de vida das nossas periferias ou dos nossos bairros informais. Eu queria saber, no caso aí de Paris e talvez também de Bruxelas, o senhor vê alguma mudança depois dos atentados? Ou seja, já está se discutindo o urbanismo ou mesmo a arquitetura desses bairros, dessas populações que, como o senhor disse, podem ter aí algum rancor? Ou os políticos estão falando de qualquer outro assunto e menos aí da cidade e menos do que não foi feito nessas periferias? Les politiques sont aveugles et sont dans le déni. Sur la ville, il y a eu un espoir à un moment qui était lié au président Sarkozy, qui avait décidé de lancer une étude sur les stratégies de développement de la métropole parisienne, des études sur le Grand Paris. On a été surpris de cela. Et il y a eu 10 équipes internationales pluridisciplinaires qui ont été invitées à faire des propositions en dehors des plans technocratiques d'urbanisme qui existaient déjà, des schémas directeurs et des plans comme cela. Ça a été une étude très très intéressante qui a duré plus de 6 mois, avec des équipes énormes. Dans notre équipe, on a fini à plus de 100 personnes. Et finalement, ces documents-là n'ont jamais été interprétés, ni par les journalistes, ni par les politiques, très peu, de façon très très caricaturale. Et très vite a été mis à la tête de ça un ministre français qui avait été le patron de la RATP et d'Air France. À un moment, la RATP, c'est le métro, et qui a décidé que lui allait faire un 11e projet, c'est-à-dire une nouvelle ligne de métro, et que la question posée, elle se résumait à cela. Ensuite, la gauche est arrivée, elle a démantelé tout cela. Maintenant, la question qui se posait à l'échelle de la métropole est tout à fait réduite. On est revenu aux documents officiels qui ne résolvent rien. Et finalement, plus personne ne parle de ces questions-là. Mais
il y a eu toute une tendance en France qui tend à dire mais non, nous n'y sommes plus rien, nous n'y sommes pour rien. C'est pas une excuse parce que les villes sont comme ça pour se conduire de cette façon-là. C'est peut-être un peu excessif, c'est pas peut-être excessif aussi de dire que c'est une excuse totale, mais de là à dire que c'est indépendant, c'est quand même un peu fort. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait une conscience aujourd'hui de l'importance de la mutation urbaine. Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui chez le politique la volonté de transformer les métropoles dans la dimension humaniste dont je parle. Je ne crois pas qu'il y ait de conscience aussi des moyens qui permettent de le faire par rapport à la crise écologique, qui ouvre beaucoup de portes par rapport à l'isolation des bâtiments, qui permet de les doubler ou de les agrandir en gardant les personnes dedans. Il y a beaucoup de moyens qui ont été détectés là, qui ont été expliqués là. Il n'y en a pas un qui a été repris par le politique. Pas un. Tout ce monde de la production de l'espace urbain est un monde spéculatif et est un monde que le politique ne veut pas regarder de près parce qu'en fait, il ne se sent peut-être pas capable de générer les tensions économiques et d'intérêts qu'il y a là-dedans. Moi, je pense qu'il faut aller clairement, pour certains quartiers, dans le sens de la réquisition d'un certain nombre de terrains, de façon à ce que le prix du terrain ne grève pas le prix des logements sociaux, parce qu'on arrive à des prix qui sont fous. Je crois qu'il ne faut absolument pas que ces logements soient donnés à ces fameux majors, aux 3 ou 4 entreprises qui ont des marchés qui sont réservés. Là, ils sont toujours dans l'urgence. Et l'urgence, dans la ville, c'est ce qui a mené à tout ce qu'on connaît, à São Paulo comme ailleurs. C'est-à-dire on est toujours en urgence. Si on met le premier terrain libre, on ajoute quelque chose, on continue. Il y a 170 000 logements qui doivent se faire à Paris dans les mêmes conditions maintenant. On est très pressé, donc on les donne aux majors et ils vont être faits comme ça, sur les mêmes bases qu'avant. Ces logements trop petits, mal foutus, on continue à les faire. Donc c'est un aveuglement total. Donc je pense que là, ce dont je rêve, là, il y a eu, avec quelques partenaires, je dirais. Il y a l'idée de dénoncer cette situation-là, l'idée d'étendre cette situation-là déjà à d'autres pays européens, et l'idée à terme d'essayer de créer une ONG capable de dénoncer à chaque fois des situations comme ça. Tant qu'il n'y aura pas ça, et tant qu'on pensera que c'est un combat où les architectes veulent prendre la place des ingénieurs ou je ne sais quoi, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est que les vraies questions humaines, les vraies questions géographiques et historiques qui se passent par rapport à une ville. Aujourd'hui, tous les territoires sont déjà occupés ou presque, il faut les modifier. On est dans une période de mutation et de transformation. Et l'architecture, ça se passe aussi bien dehors, sur les bâtiments même, que dedans. Ça, c'est pas du tout pris en compte du tout. Donc il faut remettre en cause les notions d'intérêt public de l'architecture. Officiellement en France, l'architecture est d'intérêt public, on l'a bien oublié. Ou alors dire, il y a des bâtiments qui sont de l'architecture et d'autres pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc il y a les riches qui y ont droit, et les bâtiments publics qui y ont droit, et les autres n'y ont pas droit. Donc je crois que là, il y a une vraie bagarre, quoi. Et je crois que cette bagarre, il va falloir la mener avec des acteurs sociaux, avec des acteurs intellectuels, avec des artistes, avec des paysagistes, avec tous ceux qui peuvent apporter leur pierre à ce mouvement et dire pourquoi c'est une chose essentielle pour les habitants. Depois da proposta... Depois da proposta do Legrand Paris, houve uma tentativa o ano passado de um concurso da prefeitura da cidade, que é o Reinventer Paris. Qual a opinião do senhor em relação a essa proposta de pegar 20 e tantos terrenos da cidade, públicos, e oferecê-los à initiative privada com projetos de arquitetura? Écoutez, du point de vue de la ville, c'est une excellente initiative, puisque ça lui permet de mettre en concours les promoteurs, déjà. Les promoteurs, c'est ceux qui vont donner le plus d'argent possible pour prendre ça. Donc, comme il y a un coup de projecteur, ils vendent très bien les projets. Mais ça les dispense aussi d'une stratégie générale. D'abord, il y a eu un débat en France, parce que ces promoteurs, ils vont chercher des architectes, ils les payent très mal, en général.
Et donc, c'est une façon d'exploiter aussi cette profession où il va y avoir beaucoup plus de gens qui répondent et ils vont choisir, eux, de façon très, très libre. L'effort de la ville est minimum là-dedans. Bon, alors on a vu fleurir des bâtiments qui ont développé ce qu'on appelle chez nous de la choucroute. La choucroute, c'est simplement de mettre des petites plantes partout et des petits arbres et d'envahir tous les bâtiments parce qu'on est en période écologique, on ne sait pas trop comment, mais ça arrive partout, dans tous les trous de nez. C'est bien le paysage, je suis pour le paysage, j'adore mettre du végétal sur les bâtiments, mais le végétal, c'est un matériau architectural, c'est pas de la cosmétique. Et dans ce concours-là, on a vu ça. Mais on a vu aussi des promoteurs qui se sont bien engagés, qui ont sorti quelques projets exceptionnels. Donc finalement, c'est un bon système pour la ville pour établir ses appels d'offres à condition qu'ils soient un peu plus réglés au plan éthique, mais ça ne résout absolument pas les questions fondamentales de l'évolution de Paris. Tous ces quartiers, finalement, où on a construit des tours dans les années 70 ou 80 qui ne bougent plus maintenant, qui sont une horreur par rapport au patrimoine, qui devraient aussi bouger, personne ne s'en occupe. Donc c'est uniquement, je dirais, une opération... bien menée, et de communication et de vente de leur propre terrain. O senhor comentou ontem rapidamente que andava um pouco irritado com Paris. Eu queria perguntar, também há uma dificuldade, ou talvez um conservadorismo na cidade para lidar com a arquitetura do século XXI? Ainda é um tabu, ou seja, construir na cidade, fazer prédios mais altos? Como o senhor vê aí a relação, ou seja, da prefeitura com os arquitetos, mas também da opinião pública, do que se pode mexer ou não na cidade? Les tours à Paris, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un Paris historique, fortement marqué par des bâtiments depuis un millénaire ou plus, fortement marqué par l'époque haussmanne, évidemment, qui est vraiment une ville très tracée. Une tour ne peut arriver que positionnée par un acupuncteur, comme une aiguille sur notre système nerveux. Il est évident que les promoteurs n'ont rien à faire, et que finalement, si on laisse faire, il y a des tours qui arrivent dans les perspectives n'importe comment, et ça a été dénoncé à juste titre, à mon avis, par les associations. Ce qui ne veut pas dire pour autant que Paris doit rester figé. Et quand on parle de Paris là, c'est le Paris à l'intérieur des périphériques, à l'intérieur du ring. Ce n'est pas le grand Paris, c'est le petit Paris. Et ce petit Paris, donc on le protège. Actuellement, ils ont donné l'autorisation pour faire 3 tours de grande hauteur à l'intérieur du périphérique, autrement dit dans le Paris historique. Il y en a une qui est faite par Renzo Piano pour faire un tribunal de grande instance. Il y en a une autre qui est faite par Herzog et de Meuron pour faire un grand bâtiment dans le grand centre de congrès de la porte de Versailles. Et il y en a une troisième qui est faite par moi-même, qui est au bout de l'avenue Masséna à Paris, c'est près de la nouvelle bibliothèque nationale, à la limite du périphérique, à l'endroit où les chemins de fer aussi rentrent pour aller vers une des principales gares. Et j'ai fait un bâtiment qui prend les reflets des trains qui rentrent, qui prend des obliques comme ça pour aller chercher cela, et qui essaie de montrer que lui aussi il a des racines, et que s'il est comme ça là, c'est qu'il a une bonne raison. Moi je crois que les tours en fait doivent être encore plus que le reste particularisés. C'est difficile à dire à Sao Paulo. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de tours qui sont arrivés là dans le processus le plus automatique, je dirais, des villes contemporaines qui avaient un taux d'expansion lié à l'urgence comme ça. Mais en fait, une tour dans un urbanisme déjà existant devient un signal, devient quelque chose qui représente aussi la ville. Donc je crois que les tours, dans l'urbanisme européen en tous les cas, devraient correspondre à chaque fois à des attentions particulières et au fait de caractériser la ville, d'enrichir la ville, et ne pas être considéré uniquement comme un moyen de densification. Moi je crois que la tour est un moyen très très utile au plan du développement urbain, parce qu'une tour permet une densification ponctuelle, et que quand on a déjà un réseau qui existe, du métro, des bus qui passent là, un réseau électrique, tout ça, bon, c'est une évidence qu'il faut faire ça. Mais à Paris, c'est l'inverse qui se passe. Les écolos sont contre tout bâtiment haut.
à tel point que sur les Halles, à Paris, qui est le cœur de Paris, l'endroit où toutes les circulations se croisent, où de n'importe quelle personne de la métropole de 10 millions d'habitants se retrouve là en un quart d'heure, eh bien, ils ont décidé qu'il fallait mettre aucun mètre carré. Ce qui est quand même absolument hallucinant. Bon, et finalement, on a fait une opération cosmétique qui va coûter 1 milliard d'euros qui correspond à une négation même de l'histoire de Paris et du cœur de Paris. Il y a un refus de caractériser par notre génération, par notre époque, le cœur de Paris. Chirac s'était déjà planté là-dessus avec l'opération précédente. Ils ont démoli une partie de ça pour refaire à peu près la même chose, programmatiquement la même en tous les cas, et architecturalement c'est une chose qui est aussi discutable. Donc on voit bien qu'à Paris, il n'y a pas de vision stratégique urbaine qui tend à prendre en compte l'importance du patrimoine qui précède, la relation de ce qui est construit avec le nouveau patrimoine, et avoir cette ambition de l'enrichissement de Paris par toutes les nouvelles constructions qui doivent se faire, et par la mutation des constructions faibles qui doivent être transformées. Ça, je parle du petit Paris. Et à l'échelle du grand Paris, on en a parlé, ça reste comme avant, c'est-à-dire un grand désordre. Je suis désolé de vous donner des informations plutôt pessimistes, mais c'est les questions qui m'amènent à ça. Bom, o senhor está sentado numa cadeira desenhada por Oscar Niemeyer. Nós estamos dentro de um edifício público desenhado por Oscar Niemeyer. E Oscar Niemeyer começou a carreira dele quase como um arquiteto público, fazendo muitas obras públicas, mas num determinado momento, justamente aqui em São Paulo, ele tem uma ligação muito grande com o mercado imobiliário, fazendo uma dúzia de prédios, principalmente no centro, entre eles o edifício Copan, que é um dos símbolos da cidade. Às vésperas não, já desenhando os palácios de Brasília, Niemeyer, que é muito mais um artista do que um teórico, escreve o texto mais importante da vida dele, que é um texto justamente onde ele renega as obras do mercado imobiliário, dizendo que talvez não devesse ter realizado aqueles projetos. Inclusive, fica muitos anos até ele realmente reconhecer o Copan como uma obra de algum interesse. Isso causa um dano danado para a arquitetura de São Paulo e talvez do país, porque esse texto tem uma repercussão muito grande, porque a arquitetura tem um respaldo muito grande de uma corrente marxista aqui no Brasil, e os arquitetos de melhor nível acabam abandonando completamente o mercado imobiliário, e a gente tem como explicação tudo que está aí fora, quer dizer, uma cidade que foi construída quase que sem a presença de bons arquitetos. Isso aconteceu também na França, os arquitetos se colocando contra o mercado, e qual a opinião do senhor a respeito disso? Oui, c'est arrivé en France, en particulier avec Claude Parent, qui est l'architecte, qui est mon maître, si j'ose dire, avec Paul Virilio, chez qui j'ai passé les 5 années les plus importantes de ma vie, qui ont été des enseignants. Et là, dans l'architecture d'aujourd'hui, puisque Claude Parent vient de mourir, malheureusement, il avait, à l'époque, demandé à ceux qui faisaient de la publicité sur les Champs-Élysées, quand les panneaux étaient libres, en été ou à certains moments, s'il avait le droit de mettre, pendant que c'était libre, une petite phrase ou une petite image. Et on a mis l'image qu'il avait fait mettre dans les années 80 ou 90, en disant habitants des banlieues, on dit que vous êtes contents dans les immeubles qu'on fait pour vous, ce n'est pas vrai. Architecte, on dit que vous aimez faire les casernes dans lesquelles vivent ces gens, c'est faux. Habitants des banlieues, reconsidérez la question de la nature et de la ville. Faites entrer la nature dans la ville, qu'elle casse le macadam, qu'elle pousse sous les pavés, et exigez que finalement la ville soit enrichie par la nature. Ça, c'est ce qu'il a écrit sur les Champs-Élysées, ça fait 30 ans, et Claude Parent a toujours refusé de faire des logements sociaux dans les conditions qui étaient là. Donc, vous voyez que cette position contestataire existe. Je crois que la position d'Oscar Niemeyer est lucide, c'est-à-dire qu'il voulait dire par là, on ne peut pas lutter, nous architectes, simplement avec une architecture sur des systèmes comme cela, quand les proportions ne sont pas les bonnes, quand la densité est trop grande, quand l'immeuble est trop ségrégatif. C'est la condition de tous les architectes aujourd'hui.
cette perte de pouvoir de l'architecte, elle est patente partout. C'est-à-dire 9 fois sur 10, quand un architecte arrive, qu'est-ce qui lui arrive? On lui dit, voilà, tu as à faire tel bâtiment dans ce système-là. Ce système, il est ségrégué, déjà. C'est que des logements, ou c'est que des commerces, ou c'est que des bureaux. Bon, tu dois faire ça. Tu as un cube, là. Le cube, c'est le volume que tu dois construire. Donc les proportions, déjà, du bâtiment sont assez réglées. Bon, ensuite, il y a tant de mètres carrés. En général, on voit que la densité est calculée par rapport à un niveau moyen, normal de bureau. Donc il met ses planchers. Il lui reste quoi? Déterminer la taille des fenêtres. Il y a des normes aussi par rapport à ça. Ça peut pas être trop petit. S'il y en a trop, il y a des problèmes thermiques maintenant. Bon, il fait ce qu'il peut. C'est sa seule marge de liberté. Un architecte, c'est pas ça. Un architecte, c'est quelqu'un qui définit sur le plan sensible un immeuble. C'est quelqu'un qui va penser au mode de vie qu'il y a dedans. C'est quelqu'un qui va penser aux relations que cet immeuble entretient avec le reste. C'est foutu d'avance. Donc, l'architecte n'est plus dans son rôle sociétal. Il n'y est plus. On l'a marginalisé. C'est les entreprises qui ont le pouvoir. Les décisions ont été prises ailleurs. Donc, je répète un peu ce que j'ai dit. Mais là, on est au cœur du sujet. Aproveitando a pergunta do Fernando sobre o Niemeyer, queria que o senhor nos explicasse um pouco sobre a sua relação com o Brasil, assim, o que o Brasil inspira, o que o senhor cresceu aí pensando sobre o Brasil, e um pouquinho da sua relação aí mais recente. O senhor ia fazer o Guggenheim no Rio de Janeiro, onde hoje foi construído o Museu da Manhã do Calatrava, e agora vai fazer a sua primeira grande obra em São Paulo. Conta um pouco aí da sua relação com o país. Mon premier rapport, il est avec Oscar. Parce que quand même, Oscar, la France a su accueillir Oscar à un certain moment, il a su la choisir aussi. Je l'ai rencontré un peu là-bas avec Marc Emery, qui était le rédacteur en chef d'architecture d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a laissé un souvenir formidable, des bâtiments incroyables, au Havre, le siège du Parti communiste en France, des quartiers d'habitation, et qui pour nous est un grand héros. De toute façon, c'est un héros planétaire, hein, c'est clair. Et il a fait depuis la France des bâtiments comme l'université de Constantine, des choses comme ça, absolument incroyables. Bon, et ces bâtiments brésiliens, on les connaît aussi, et ces bâtiments, et nous sommes ici dans un royaume d'Oscar. Bon, quand j'étais appelé pour faire le Guggenheim de Rio de Janeiro, et Dieu sait que c'est un des projets que je rêverais le plus dans ma vie, j'ai vu Oscar à ce moment-là, qui a voulu voir le projet. Ça a été extraordinaire, à Copacabana, dans ses bureaux. Il avait mis sur le mur des grandes feuilles de papier, il avait des flopènes de 3 cm d'épaisseur, toutes les couleurs, il me dessinait les projets qu'il était en train de faire, gestuels comme ça, un souvenir immémorable. Et puis finalement, l'architecture d'Oscar Niemeyer, dans son côté marquage du territoire, dans son côté architecture officielle, dans son côté relation de l'architecture avec le paysage, c'était planétairement quelque chose qui fascinait, et c'est toujours quelque chose qui fascine. Donc il a joué un rôle énorme dans la lecture d'une certaine architecture brésilienne, évidemment aussi influencée par la création de la capitale, évidemment. Autrement, mon expérience au Brésil, mais effectivement, j'ai bien regretté que l'époque politique ne se prête pas à cette réalisation du Guggenheim, qui, je crois, aurait été un bâtiment très, très attracteur, mais surtout un bâtiment de grande modernité par rapport à Rio, et toutes les capitales finalement et tous les lieux, toutes les grandes villes auront besoin à un certain moment de grands équipements comme cela. Et je crois qu'il y avait une ambition dans le programme de Tom Krentz tout à fait remarquable. On ne refait pas l'histoire, c'était pas le bon moment, c'était l'époque Bush. Tout ce qui était un peu américain, c'était pas très bien vu ici, c'était pas très bien vu ailleurs non plus d'ailleurs, donc ça n'a pas aidé. Donc voilà, on est arrivé à notre bâtiment. C'est la vie des architectes qui travaillent quelquefois des années sur des projets qui ne se font jamais. C'est pour ça qu'on devient un architecte de papier de temps en temps. Et bien ici,
je suis très très heureux aujourd'hui, très touché par le fait qu'enfin, il y a un bâtiment qui est en train de se construire, les fondations sont là, il y a un bâtiment qui se fait à Matarezzo, et qui est donc près d'un hôpital ancien, qui est une sorte d'îlot comme ça, de parc au milieu de la ville, entouré par des tours d'une autre génération comme ça, et qui est un lieu très très poétique. Et j'ai voulu essayer de prolonger cette poésie et de faire en sorte que la tour de logement qui est là puisse continuer ce parc, qu'on puisse se servir du végétal d'une façon positive et je dirais le faire en sorte qu'il y ait une contamination du parc sur les logements, que les arbres puissent se planter sur les terrasses, sur les immeubles de grande hauteur. Vous avez vu quelques exemples ici, ailleurs. C'est un thème qui m'intéresse à chaque fois qu'il fait du sens. Donc là, je crois qu'on va construire un immeuble qui est une incitation, je dirais, une sorte de recommandation pragmatique pour dire finalement, dans une ville très très minérale, il peut être intéressant sur le plan hédoniste d'avoir des appartements aussi où le jardin est là sur la terrasse à côté, où l'arbre on peut le toucher, où on s'intéresse aussi au cadrage depuis les appartements sur ce qui se passe ailleurs, où on recrée de l'ombre et de la lumière dedans, où on n'est pas uniquement dans la fonctionnalité élémentaire qui souvent cherche des raisons théoriques alors qu'en fait c'est un appauvrissement. C'est la façon de faire les choses au moins cher pour les entreprises et pour tout le monde. Je crois qu'ici, il y a la possibilité, je dirais, ça ne révolutionnera pas le monde, mais il faut que chaque geste culturel, que chaque architecture qui se revendique comme telle, soit une prise de position et soit une inflexion, soit un peu une façon de dire, aujourd'hui, on pourrait faire ça. Aujourd'hui, la preuve, on peut faire ça. O senhor comentou a possibilidade de prolongar a atmosfera que tem na cidade de Matarazzo. Na descrição que o senhor faz, o senhor falou em sensações e tal. E eu tenho a impressão que a arquitetura que o senhor faz parte muito de uma expressão da sensibilidade, do que a obra pode causar nas pessoas. E, de uma certa forma, o senhor também sempre foi um provocador. Desde os bancos escolares da Belas Artes, o senhor sempre foi um provocador. Então, eu sou aqui obrigado a fazer uma provocação para o senhor. Quais as obras... Ah, enfin! Quais as obras, recentes ou não, de outros arquitetos que tenham emocionado o senhor e por quê? Ouais, écoutez, ça m'est très difficile de faire un panégyrique de certains architectes par rapport à d'autres. Vous savez que dans notre milieu éthique, c'est une chose qui ne se fait pas trop, parce qu'en fait, que vont penser ceux dont je pense du bien et que j'aurais oublié ce soir. Donc je peux vous parler de façon un peu générale par rapport à ce que je trouve important aujourd'hui. Je trouve que c'est important aujourd'hui de s'occuper de la question du logement. Et j'ai vu des logements qui se font, en particulier en France d'ailleurs, avec le Vassal et Lacaton par exemple, qui prennent des immeubles, la question de la transformation aussi, qui prennent des immeubles, qui les entourent, qui les inclusent en fait dans un autre immeuble, ce qui permet d'agrandir tous les logements, de garder les gens sur place, de recréer un bonheur de vivre qui sans commune mesure avec l'habitat qu'il y avait avant. Ça, je trouve que c'est une voie totalement importante par rapport à l'évolution des villes à l'échelle mondiale, puisque c'est une chose qui pourrait faire école. Donc je vois souvent dans des œuvres architecturales celles qui par leur typologie, sont capables de bousculer un peu les choses. Je me suis intéressé aussi par tous les projets qui sont de l'ordre de la mixité, tous ceux qui permettent de casser les systèmes de zoning,
par tous les bâtiments qui transforment actuellement des bureaux en appartements ou des appartements en bureaux, ou nous faire en sorte que dans les centres commerciaux, on commence à remettre des choses dedans qui sont de l'ordre de l'habitat aussi. Tout ça, c'est des choses qui se font jour actuellement à travers de nombreux projets, finalement. Et ça, je trouve que ce sont des choses bien. Sur le plan ensuite des architectes eux-mêmes, je suis tout à fait intéressé par tous ceux qui développent le phénomène d'identité, de singularité, qui ne sont pas automatiquement dans la répétition de leurs propres obsessions. Il y a des architectes, bon, je vais quand même citer deux noms parce que pour moi ça correspond aussi assez à ça, qui sont dans une position à la fois artistique et spécifique, comme ça, et singulière. C'est Herzog de Meuron, par exemple, donc, qui sont souvent, qui vont chercher à chaque fois au bout des choses, qui vont à détourner quelque chose. Par exemple, ils ont fait un parking à Miami, qui mélange le parking avec des bureaux, avec des activités de loisirs, bon, alors que c'était pas dans le plan, mais c'est une chose qui s'est fait dans l'élaboration. Vous voyez, tous ces projets-là, qui sont de nature à changer les choses. Je suis très intéressé aussi par tout ce qui change le rapport de la matérialité aujourd'hui par rapport à celle qui était par rapport à celle d'hier. Je suis intéressé par toutes les architectures de lumière en particulier, hein, tout ce qui est de l'ordre du filtre, tout ce qui est de l'ordre de la pénétration de la lumière avec d'autres techniques, de l'évolution des techniques par rapport à cela. Je crois que là, il faut aussi faire évoluer les typologies. Mais je ne vous ferai pas une liste quand même des exemples à suivre pour les raisons que j'ai données. Falando de poesia, queria perguntar qual é o papel do erotismo nas suas obras. Como o senhor pensa, muitos dos seus prédios não se revelam à primeira vista. Tem algo de, eles vão se mostrando pouco a pouco. Assim, pensando no cinema como a Gilda da Rita Hayworth, de alguma maneira. Queria saber se o senhor pensa nisso, é um dos seus desafios, de que eles aí sugiram algo mais do que você vê à primeira vista. Oui, ça c'est toute la question en fait liée au mystère, liée au questionnement. C'est une question par rapport à l'art d'ailleurs. Ça prouve bien que l'architecture est un art. Dès que vous avez compris immédiatement tout ce qui se passe en 2 secondes et que ça ne vous intéresse plus, en général, ce n'est pas une bonne peinture, ce n'est pas une bonne sculpture, et ben, ce n'est pas une bonne architecture non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'un bâtiment résiste, comme une toile résiste, comme une sculpture résiste. Il y a ensuite des conditions de création qui ne sont plus les mêmes, parce qu'il y a d'autres techniques. Alors je prendrai par exemple la question du verre. On m'a presque reproché à un moment de faire des bâtiments trop transparents. La transparence ne m'intéresse pas. La transparence totale. La transparence totale, c'est la pornographie. On voit tout immédiatement, donc c'est le contraire de ce que je viens de dire. Donc je n'ai pas fait de bâtiment pornographique. Même quand je fais un bâtiment comme la Fondation Cartier, qui est pourtant tout en verre clair, il est basé entièrement sur le reflet. Il est basé sur 3 plans de verre qui se reflètent les uns avec les autres, sur la superposition du reflet des nuages qu'on voit avec les nuages qui sont dessus, des arbres qui sont devant avec les arbres qui sont derrière. Donc les gens arrivent mal à déterminer pourquoi ce bâtiment les trouble. En fait, j'aime beaucoup le trouble. Tout ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience, c'est René Char qui disait ça. Eh bien, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faut arriver à troubler les gens dans les 2 sens du terme. Il faut leur poser une question et les troubler émotivement. Et je crois que l'architecture est là pour ça aussi. Et elle est là pour poser des questions et pour faire en sorte que les sensations qu'on ne connaît pas, on les éprouve là. Et on ne les éprouve pas sur une revue. Une bonne architecture ne se laisse jamais emprisonner, ne se laisse jamais prendre en photo vraiment.
La photo, ça permet de mélanger sans savoir si c'est vrai, les bonnes et les mauvaises architectures. Avec un mauvais bâtiment, on fait souvent de très bonnes photos. Ça ne veut pas dire que ce soit une bonne architecture. Une architecture, il faut y être allé. Il faut l'avoir parcouru, il faut l'avoir marché, il faut l'avoir visité. Et c'est là qu'on voit les sensations qui sont créées. Donc, j'ai beaucoup parlé souvent de transapparence. La transapparence, ce n'est pas la transparence. Et un bâtiment comme l'Institut du monde arabe, par exemple, qui est basé sur les transparences ponctuelles, avec les géométries qui changent en fonction de l'été et de l'hiver, parce qu'on n'a pas de climat constant, bon, ça crée une relation à une petite partie des choses qui sont montrées, comme la dentelle, la tour de Doha. Ben, elle est là, justement. Cette tour de Doha, c'est de la dentelle, en fait. Bon, et ça reprend en fait des thèmes historiques qui sont les leurs. On voit tout le paysage à travers. Il y a un penthouse là-haut absolument de fou. Bon, mais je veux dire, tout ça, c'est en fait quelque chose qui est en relation avec l'architecture comme art, c'est vrai, et qui répond à des programmes, qui répond à une intégration historique, à cette question de racines, mais qui répond aussi avec les moyens de l'époque. Ça, on ne pouvait pas le faire avant. Toutes ces choses-là, on ne pouvait pas les faire avant. Et maintenant, avec les différentes qualités de verre que l'on a, on peut jouer entièrement sur le reflet change à un certain moment. Le nombre de bâtiments qui sont en verre, qui ne savent pas qu'ils reflètent, qui créent des reflets. Autrement dit, qui ne réfléchissent pas, bien qu'ils réfléchissent. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ce jeu de mots passe dans la traduction, mais je veux dire, la plupart des bâtiments, on voit le ciel dedans, on voit l'immeuble qui est en face. Il y a des bâtiments qui en jouent, non, ils n'en jouent pas, ils font des murs rideaux, c'est pas pareil. Bon, donc, tous ces matériaux qui permettent des interprétations artistiques, il n'y a qu'à regarder Dan Graham à l'époque, et les grands artistes qui ont joué avec le verre, bon, et la lumière, dès qu'il y a le verre, il y a la lumière qui est derrière. Bon, et comment on crée l'ombre sur le verre, et comment on crée de l'ambiguïté de ce qui est dedans et de ce qui est dehors. Bon, toutes ces questions-là, elles sont liées à ce que vous appelez l'érotisme. C'est-à-dire l'érotisme, c'est bien effectivement la façon de découvrir très progressivement une chose qu'on aurait bien envie de connaître et de ne pas être déçu à l'arrivée. O senhor integrou o grupo Março 76, que inclusive levantou faixas contra arquitetos estabelecidos na ocasião, não é? E de lá para cá, obviamente, quer dizer que o senhor passou a ser um arquiteto estabelecido, um pouco de um retrato do establishment. Como manter o vigor da provocação estando na situação e não na oposição? Mars 76, c'était post-68, et je suis effectivement une des personnes qui a créé ce mouvement, essentiellement. Et c'était une façon de contester déjà la façon dont les villes françaises se fabriquaient, puisque c'est l'État qui établissait le même principe pour toutes les petites villes, et qui créait le même zoning partout, avec que des quartiers de logement, de petites maisons, que des quartiers de commerce, que des quartiers de bureaux, des zones industrielles, et puis que la ville soit petite, grande, moyenne, elle avait droit au même plan. Bon, on a dit c'est pas possible, il faut absolument que la décision se prenne au niveau local. On a ensuite obtenu gain de cause quand Mitterrand a été élu 5 ou 6 ans plus tard. Mais bon, c'était déjà une prise de conscience qui était... Et je disais qu'après, on a créé le syndicat de l'architecture, un peu comme à l'image du syndicat de la magistrature. On dit c'est pas pour défendre les architectes, c'est pour défendre l'architecture. Et la meilleure façon de défendre les architectes, c'est défendre l'architecture. C'était contre l'ordre des architectes qui défendent uniquement et les honoraires et je ne sais quelles questions et qui se préoccupaient pas des questions de fond en fait. Bon, donc ça c'est l'époque militante. Cette époque militante, elle n'est pas tout à fait finie puisque je vous explique qu'actuellement on essaye dans notre petit coin français de soulever les questions dont on parlait au début de la soirée. Donc je pense en plus que c'est aux jeunes générations aussi à prendre ça en charge. Bon, là, je dirais que l'épisode de la Philharmonie en France, pour moi, est important et a montré aussi aux autres que si même moi, on me traite comme ça, il y en a d'autres qui sont traités comme ça et je les connais. Donc, ça prouve bien que maintenant, plus personne ne prend de gants.
C'est-à-dire que l'architecte n'est plus très important. La proposition architecturale est secondaire. Et finalement, on est prêt à donner le droit d'architecturer à tout le monde. Tout le monde croit qu'il peut être architecte. Parce que c'est un savoir tellement transculturel que finalement tout le monde se dit finalement c'est pas si spécialisé que ça. En fait, c'est pire que la spécialisation. C'est un métier qui est totalement défini par ce qu'Edgar Morin appelle la pensée complexe. C'est-à-dire que si on n'a pas une conscience d'une culture générale à travers ses principales références, on ne peut pas faire de l'architecture. Un architecte, ce n'est pas quelqu'un qui calcule les poutres sur un bâtiment et qui a un savoir d'ordre purement constructif. C'est bien qu'il y ait des bases, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est quelqu'un qui est capable de prendre les bonnes décisions et les bonnes orientations et de bien conseiller son client. C'est ça l'architecture aujourd'hui. Donc ça, il faut le faire passer dans les mœurs, je dirais. Et la principale action qui me paraît possible de mon point de vue, c'est celle que j'essaie de mener actuellement, dans le fait de décloisonner toujours la question architecturale et de ne pas la laisser aux seuls architectes, et de montrer en même temps à quel point l'architecture est importante pour tout le monde. Beaucoup plus pour tout le monde que pour les architectes. Donc l'architecte n'est pas simplement un artiste, c'est un architecte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, tout ce qu'il va créer va influer directement sur la vie des gens. Tout ce qu'il va créer va rester là un long moment. Tout ce qu'il va créer va rester ou va être transformé souvent. L'architecture, ça peut se faire par transformation successive aussi. Les grands bâtiments historiques sont faits sur plusieurs générations souvent. Et sur les lieux de l'histoire, il faut continuer à architecturer, même quand c'est dedans, même quand c'est des petites choses, comme Carlo Scarpa à Venise, par exemple. Bon, tout ça, ça doit se faire... toutes ces revendications, elles sont toujours là. Donc il faut une école de pensée, en fait. Il faut que l'architecte existe dans le monde culturel. Il faut qu'il fasse valoir son point de vue, parce qu'il est à un carrefour, il est à un endroit où il voit beaucoup de choses, donc il faut qu'il le dise aux autres, il faut qu'il soit perçu comme tel. Le principal danger pour nous actuellement est lié souvent à des associations complètement rétrogrades qui, au nom de l'histoire, veulent protéger les villes. On est tous d'accord pour protéger les villes, mais eux ne veulent plus qu'on construise notre époque, mais qu'on construise comme il y a 2 ou 3 siècles. Ça donne des catastrophes totales. Quelqu'un qui, à Paris, veut construire un immeuble haussmannien, on ne sait plus faire des toitures en zinc comme ça, on ne sait plus faire de la céramique, on ne sait plus faire de la fonte pour les balcons, on ne sait plus faire les planchers qui sont dedans. Donc c'est un ersatz complet, quoi. Et il y a une pensée architecturale qui a créé beaucoup de dégâts quand même, c'est la pensée postmoderne, où quelques signes comme ça de fronton historique ou je sais pas quoi, sont là, ou de caricatures, sont là pour faire penser que c'est l'architecture. Donc les batailles, il y en a quelques-unes à mener. O senhor falou algumas vezes já sobre a perda progressiva do poder dos arquitetos. Eu imagino que há aí alguns culpados políticos, empreiteiros, grandes empresários. Mas queria saber do senhor qual é a culpa dos arquitetos nessa perda de poder. O que os arquitetos fizeram de errado ou deixaram de fazer para perder esse poder? Ils n'ont pas su rester en liaison avec les autres acteurs sociaux. Ils n'ont pas su faire comprendre à quel point ce qu'ils faisaient était essentiel et n'était pas uniquement pour leur propre satisfaction. Et ils ont participé, on en a parlé tout à l'heure, à des opérations d'urgence, des opérations spéculatives aussi, qui ont caractérisé la plupart de nos banlieues. Et pour toutes les personnes, en France en tous les cas c'est clair, pour toutes les personnes, le premier responsable de tous ces quartiers hideux et de tous ces mauvais bâtiments et de ce désordre dans toute la banlieue, c'est l'architecte. Parce que dans la tête de tout le monde, c'est l'architecte comme il y a un siècle pratiquement. C'est-à-dire que l'architecte avait le pouvoir, effectivement. Il avait le pouvoir de choisir ses entreprises déjà. Il avait le pouvoir de discuter sur un programme. Et on savait que si quelque chose... il avait le pouvoir de tout contrôler.
Et on savait que si un bâtiment était mal construit, c'était la faute de l'architecte. On savait que si un bâtiment n'était pas dans le prix réel, c'était la faute de l'architecte, parce que c'est lui qui contrôlait les prix. C'est lui qui avait... Il n'a plus ces rôles-là. Il les a plus. Il les a plus depuis progressivement, depuis 30 ou 40 ans, ça disparaît tout le temps. On construit même des bâtiments dont on ne connaît pas le prix. Et 9/10 du prix, souvent, sont donnés par la nature du programme. Mais pour toutes les personnes. Et alors, les politiques adorent jouer à ça. Et je crois que l'architecte, pour eux, c'est un outil très, très important. Parce que c'est lui qui prend la responsabilité de leur bêtise, très, très souvent. C'est-à-dire qu'il mélange les chiffres entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est des budgets dans lesquels il y a les honoraires ou pas, plusieurs éléments. Il y a une cuisine tout le temps dans laquelle les journalistes se mélangent les pinceaux aussi, qui font qu'on va vers une sorte de culpabilité. Il faut bien trouver un coupable quand même. Si on en est là, il faut bien qu'il y ait un coupable. Mais l'architecte, c'est le coupable idéal. Seria interessante que alguém trouxesse as perguntas do público para a gente já começar a selecionar. Em relação continuando um pouco nessa questão do poder do arquiteto, o senhor integra uma geração mundial do que os críticos chamam de star architects, né, de arquitetos estrelas que acabaram tendo uma projeção mundial e grandes projetos institucionais. De uma certa forma, após a crise de 2008, a crise econômica, alguns críticos analisam que é uma mudança de postura, e sinalizada inclusive pelo Pritzker, de uma arquitetura um pouco mais social, um pouco mais conectada com realidades desse universo. O senhor esteve semana passada na entrega do prêmio Pritzker para o Alejandro Aravena, que é um sul-americano que recebeu esse prêmio esse ano. Gostaria que o senhor comentasse um pouco essa mudança. O senhor acredita que ela existiu e que se a obra de arquitetos como o Alejandro, qual o interesse de uma obra de um arquiteto como ele? Oui, il y a une caricature là-dedans, c'est-à-dire de penser que les architectes stars ne travaillent que sur des choses futiles qui ne touchent pas à l'essentiel, en fait, ils travaillent surtout sur les grands monuments, ils sont protégés de tout ça. Bon, parmi les architectes qui ont le Pritzker, il y en a beaucoup qui sont intéressés par des questions fondamentales aussi. Et je crois que c'est la question des stars architectes, pour moi, est une fausse question. Ce qui devait être des stars sont les bâtiments, ce n'est pas les architectes. Je crois que où un bâtiment devient une star dans la ville, devient quelque chose de repérable ou un exemple qu'on aurait envie de continuer ou un point de plaisir, etc., auquel cas ça fait du sens. Mais dans les villes, il y a beaucoup de bâtiments qui sont comme ça, qui ne sont pas construits par des stars architectes. C'est pas le sujet. Donc la question, c'est plutôt les journalistes qui ont fabriqué les stars architectes. Ça les amuse beaucoup. Alors, si on en vient à Elemental et à Alejandro Aravena, avec qui j'étais effectivement dans un Pritzker tout à fait endeuillé par la disparition de Zaha Hadid, à qui je rends hommage ce soir, évidemment, qui a été une chose bien triste. Je crois effectivement qu'il met le doigt sur certaines questions, mais je crois qu'il faut absolument, on en a parlé, il y a eu un débat sur cela, je crois qu'il faut le mettre en perspective encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une tendance aussi architecturale qui tend à dire c'est l'architecte qui doit se défendre avec son crayon, ce qu'a dit Renzo. Bon. Et finalement, on va se battre par des petits endroits où finalement on va en faire plein de petits endroits, ça va tout changer. Je ne crois pas à cela. Il y a eu ce débat au sein des Pritzker, je ne crois pas à ça. C'est-à-dire, je crois que chaque architecte peut faire son petit travail, c'est vrai. Mais je crois que par rapport, si on veut avoir une influence réelle sur l'évolution de l'architecture comme vecteur pour que les habitants vivent mieux et pour que l'expression de l'architecture bénéficie à tous, il faut poser la question politique. Il faut poser la question politique de la fabrication de la ville, de la place de l'architecture dans la ville, d'abord. C'est ce que je leur ai dit, c'est ce que je vous répète ici. Alejandro, avec Elemental, il a donné de beaux exemples par rapport
à l'architecture sociale, avec ces bâtiments qui ne sont pas finis, avec, avec cette différenciation et cette énergie qui est la sienne en ce moment. Donc je pense que c'est une excellente chose qui porte ce drapeau, mais je pense que les Pritzker, autant qu'ils sont, doivent être sensibles à cette question qui dépasse la question de l'architecture au sens premier, et qui est une question simplement de la place de l'architecture dans la société. Eu li uma entrevista com o senhor há alguns anos, e se o jornalista escreveu bem, não dá para confiar sempre nos jornalistas, ele dizia que o senhor gostava de trabalhar horas e horas na sua cama, de manhã. O senhor ficava de manhã em casa e que ia para o escritório um pouco mais tarde. Se isso é verdade, o senhor ainda faz, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como o método assim, de trabalho e de inspiração. Tem algo aí de isolamento ou de ócio? Ou o senhor podia explicar um pouco esse processo de ficar aí sozinho trabalhando? Non, cette information est entièrement vraie. Mais c'est une information à mettre dans le cadre du processus de création, effectivement. C'est-à-dire que quand un projet arrive, c'est la grande excitation, parce qu'on doit faire quelque chose, mais bon, je suis d'une culture structuraliste, tant que je n'ai pas toutes les informations, je ne bouge pas une oreille. C'est-à-dire que si vous savez toutes les contraintes qu'il y a sur un projet, vous savez toutes les contraintes qu'il y a sur un site, vous savez toutes les informations qu'il faut avoir. C'est pour ça qu'il faut toujours croiser les informations de l'intérieur et de l'extérieur, par exemple. C'est très difficile d'être en contextualiste quand on construit ailleurs aussi. Il faut toujours être avec des partenaires qui connaissent très bien la culture locale. Bon, il faut, dès qu'on a trouvé tous les éléments qui sont caractéristiques du projet, il faut souvent aller discuter avec des consultants qui approfondissent telle contradiction ou telle autre. Et quand le projet est bien chargé comme ça, qu'il y a tous les éléments, l'architecture, c'est aussi l'art de la synthèse. Et la synthèse, elle ne peut se faire que tout seul, parce que s'il y a plusieurs pilotes dans l'avion, on ne sait pas où il va. Donc, ce métier requiert quand même à un moment une prise de décision. Si elle est collégiale, elle doit être parfaitement menée et tranchée à un moment donné, mais elle demande à un moment une synthèse totale. Moi, je ne sais faire cette synthèse que tout seul. Mais après toutes ces phases-là, et effectivement, je me mets dans mon lit, je mets mes boules qui est, je mets mon masque, je m'allonge, je mets une petite question dans la boîte et je la laisse flotter. Comme ça. C'est elle qui se débrouille après. Bon, et pendant des heures, j'essaie de me raconter un film à partir de là. Et c'est le film en question qui fait le bâtiment. Quand j'ai à peu près un film qui se tient, je retourne avec mes équipes et je leur dis, voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Et une autre discussion commence. Tem aqui duas perguntas da plateia, eu tenho várias, aliás, mas duas que se encaixam e eu gostaria de fazê-las junto. Levando em consideração o número grande de estudantes que há na plateia, a pergunta é a seguinte: o senhor imaginava, quando jovem, que iria se tornar uma estrela internacional? E como foi essa transformação, né, de jovem arquiteto para começar a ser reconhecido? E a outra pergunta que está junto a essa, pela juventude aqui, é como conseguir um estágio no escritório do senhor? Accordé. Les choses se passent toujours de façon inattendue. J'ai passé mon enfance dans une ville médiévale qui s'appelle Sarlat, qui a été un des premiers secteurs sauvegardés, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger un bâtiment, on protégeait toute une ville ou des quartiers, ville avec des architectures qui s'échelonnaient entre le 9e siècle, le 17e ou 18e siècle. Ça a profondément, sûrement, touché ma sensibilité, d'autant plus qu'il y avait des petites enseignes sur les hôtels, à certains moments, sur les bâtiments historiques, avec une flèche, et sur la flèche, il y avait marqué là, et le trésor. Je demandais qu'est-ce que c'est que le trésor, c'est l'architecture. Bon. Donc, quand on est gosse, c'était déjà quelque chose.
Ensuite, j'ai décidé, je voulais être artiste, peintre plutôt, à faire artiste plasticien. Mes parents ont refusé de me payer les études et je suis entré en architecture avec la forte conviction que je reviendrai dans les arts plastiques après. C'est chose que je n'ai jamais fait. Ensuite, je suis tombé sur Claude Parent et sur Paul Virilio, qui m'ont vraiment... avant, d'ailleurs, je suis tombé sur un prof de dessin, alors que j'étais fils d'enseignant qui ne jurait que par les mathématiques et la culture classique. J'ai découvert la culture sensible, je dirais. Après, j'ai découvert Claude Parent et Paul Virilio, donc une façon de penser autrement. Et à partir de là, au bout de 5 ou 6 ans, ils m'ont aidé à mettre le pied dans ma propre aventure, ce qui est aussi rare. Et j'ai commencé ça à 25 ans, donc c'est très tôt. Pendant 10 ans, je n'ai pas construit grand-chose, quand même, il faut le savoir. Comme tout le monde, j'ai mangé un peu de vache enragée, quand même. Mais très vite, je me suis occupé aussi de la Biennale de Paris, avec tous les artistes qui venaient tous les 2 ans à Paris, et je mettais en scène tous les artistes dans la grande exposition internationale. Bon, tout ça, donc, c'est mon propre parcours. Maintenant, je ne me suis jamais senti devenir une star. Après l'Institut du monde arabe, il y a eu une mondialisation du bâtiment, effectivement, qui a été beaucoup plus connue. Mais j'ai quand même été avant tout un militant. J'ai essayé de le rester. J'ai été aussi pendant 7 ans, à la fin des années 90, au début 2000, le président de la Friche de la Belle de Mai à Marseille, qui était une grande association culturelle, interculturelle, dans une ancienne église qui avait été un squat et qu'on a repris, etc. Donc j'ai toujours été dans des actions culturelles qui dépassaient le côté étroit du métier. Donc je pense vraiment que le plus important, c'est que, comme je ne fais jamais la même chose, le plus important, c'est que mes bâtiments, les uns après les autres, aient ce succès. Et c'est pour ça que je dis que les vrais bâtiments, les vraies étoiles, ce sont les bâtiments, c'est pas l'architecte. Après, bon, c'est vrai que je suis surpris, oui, c'est vrai que je suis surpris quand même d'être arrivé où je suis arrivé, bon, c'est vrai. Bon, en même temps, je considère que c'est un parcours naturel, c'est un parcours qui correspond à ma propre histoire, il n'est pas fini, je veux aller le plus loin possible, j'aime la vie et j'aime que cet amour de la vie se retrouve dans mon architecture. Tem uma pergunta aqui da Ellen Rose, da plateia. Ela pergunta que o senhor utiliza bastante vegetação nas suas obras. Aqui em São Paulo não será diferente. Temos como tradição utilizar vegetação importada, o que dificulta a manutenção das mesmas. Gostaria de saber se em suas obras existe essa preocupação em utilizar plantas locais dos países e regiões onde são construídas. J'ai surtout la préoccupation de travailler avec les gens qui savent faire. Et j'ai toujours travaillé dans le domaine des plantes avec des grands paysagistes, et surtout avec avec 2 paysagistes, avec Gilles Clément, auteur du Jardin planétaire et grand théoricien de la nature, je dirais un peu libre, le contraire de l'architecture à la française finalement, et avec Patrick Blanc, mais qui lui est un chercheur du CNRS, du Centre national de recherche scientifique, et qui a passé la moitié de sa vie ou plus à aller voir pourquoi les plantes poussaient quand même à l'ombre de la forêt équatoriale alors qu'il n'y a pas de lumière, pourquoi au pôle Nord alors qu'il n'y a pas de substrat, pourquoi dans les montagnes malgré le vent, dans tous les endroits où finalement les plantes ne devaient pas pousser. C'est son savoir particulier. Donc c'est lui qui a inventé les jardins verticaux avec le feutre, avec de l'eau minéralisée dedans, que j'ai utilisé effectivement avec lui en particulier au Quai Branly, mais c'est lui qui a travaillé aussi sur Sydney. Donc je pense que toutes ces questions-là sont des questions aussi d'ordre éthique, certes, mais d'ordre technique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de risques avec ces choses-là. La théorie des murs verticaux, là, de Patrick Blanc, c'est une théorie assez intéressante parce qu'il recrée à chaque fois des écosystèmes. C'est-à-dire qu'il ne sait pas très bien quelles sont les plantes qui vont vraiment pousser bien ou mieux que les autres. Donc il met toujours 7 ou 8 ou 10 espèces qui doivent pousser.
Et puis ensuite, ces plantes, entre elles, elles se battent, elles se renforcent, il y en a une qui mange l'autre, bon, c'est la nature. Et le paysage qui arrive, c'est celui-là. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de risques quand même. Bon, donc ici, à chaque fois, il faut travailler en prenant en compte, l'architecture est un art très très précis. La construction est un art très très précis. On ne peut pas... et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Par rapport au verre, ils ne savent pas ce que c'est, on se crame. Par rapport à la végétation, ils mettent des plantes qui sont au sud, au nord, etc. Bon, toutes les bêtises existent dans tous les métiers. Ben, il faut être attentif à cela. Ça fait partie de ce métier. Ça fait partie de la synthèse et de nos responsabilités. Bom, o nosso tempo já está esgotado. Eu vou fazer só a última pergunta. Antes, eu gostaria de agradecer a SP Arte e a Arte Brasileiros. Mas gostaria de fazer ainda uma última pergunta, deixar a palavra final com o nosso convidado. Eu li em vários locais uma frase que o senhor parece que sempre repete, na qual o senhor diz que é preciso responder a pergunta que nunca foi feita. Qual a pergunta que nunca foi feita que o senhor gostaria de responder? C'est la question qu'on me pose à chaque fois. La question qu'on me pose à chaque fois, c'est quel bâtiment faut-il faire à cet endroit alors que les conditions sont celles-là, sont des conditions hyper spécifiques, hyper particulières. Matarazzo, c'est une question hyper particulière. On ne m'a jamais posé cette question, mais à chaque fois que j'ai une question, on ne me l'a jamais posée. Et pour que ces bâtiments arrivent, il ne faut pas être seul, il faut être plusieurs. Et je voudrais en profiter pour remercier Alexandre Allard, qui est le promoteur et l'inventeur de Matarazzo à travers ces nouveaux programmes, qui permet une architecture comme ça. L'architecte, il est toujours là pour réaliser le rêve d'un autre aussi. Donc, je dis toujours que je ferai 2 fois le même bâtiment le jour où on me posera 2 fois la même question, et au même endroit. Mais c'est jamais arrivé. Donc, on ne fait que me poser des questions auxquelles, a priori, il n'y a pas de réponse. Il faut l'inventer. Merci beaucoup.